Nîmes, Lavore, Dijon, Maisons-Laffitte ou Houille, les églises saccagées se succèdent partout en France. De la simple dégradation à la profanation, ces actes restent pour la plupart tus et impunis. C'est un petit scandale dans le monde des rédactions parisiennes. Toujours prompte à donner des leçons de bien-pensance et de vivre ensemble, une trentaine de journalistes s'est fait prendre la main dans le sac. Pendant près de 10 ans, une petite entreprise de cyberharcèlement s'était constituée. Montage pornographique, insultes, menaces physiques, des dizaines de victimes témoignent peu à peu. Nouvelle passe d'armes entre Anne Hidalgo et Airbnb, alors que la mairie de Paris réclame 12 millions d'euros à la plateforme de location pour avoir mis en ligne des annonces non conformes. Le géant américain invoque le droit européen pour mettre la municipalité à genoux. Madame, monsieur, bonsoir. L'église prise pour cible. Au moins 5 édifices catholiques ont fait l'objet de profanation en l'espace d'une semaine, 9 en 10 jours. Un phénomène inquiétant dont on entend peu parler dans les médias. Élise Blaise. Dijon, Nîmes, Lavore, Maisons-Laffitte et Houille. La semaine dernière, un peu partout en France, 5 édifices religieux ont subi des actes de vandalisme. Dans la plupart des cas, les édifices religieux ont été dégradés alors qu'il n'y avait personne. Dans les Yvelines, c'est une triste loi des séries. À Houille, l'église Saint-Nicolas a subi 3 fois des dégradations en 10 jours. Une statue de la Vierge tout juste rénovée a été brisée en 1000 morceaux. À quelques kilomètres, c'est à Maisons-Laffitte que l'église a également subi des dégradations. Jacques Miard, le député Les Républicains de la commune, revient sur les faits. Il y a eu malheureusement un acte de vandalisme sur le tabernacle qui a été projeté ou tiré par terre. Il n'y a pas eu de profanation des hosties, mais bien sûr, cet acte de vandalisme absolument imbécile et inadmissible a créé une grande émotion justifiée chez les catholiques de Maisons-Laffitte. Et en tant que maire, j'ai exprimé ma solidarité avec tous les catholiques de Maisons-Laffitte parce que c'est un acte effectivement qui est peut-être isolé, mais il y a eu d'autres dégradations dans une commune voisine à Houille et donc on peut se poser des questions sur la concertation ou non, si c'est un acte isolé, si c'est une bande de crétins qui agissent de cette manière. Ce qui est certain, c'est qu'il est inadmissible de s'en prendre à des symboles du culte. La police fait son enquête. Je pense que les choses vont aller assez vite, du moins j'espère. Et ce qui est certain, c'est que je tiens à souligner le total engagement de la police nationale et du préfet des Yvelines qui a demandé que la lumière soit faite le plus rapidement possible. À Dijon, en Bourgogne, c'est vers 7h30 du matin qu'un individu a pénétré dans l'édifice. Il a ouvert le tabernacle et jeté les hosties par terre. Une messe de réparation présidée par l'archevêque a été donnée le samedi soir. À Nîmes, dans le Gard, l'église Notre-Dame des Enfants a également eu son lot de profanation. En effet, le tabernacle a été tout bonnement cassé et des excréments ont été jetés sur les murs à l'intérieur de l'édifice. À Lavore, dans le Tarn, 2 adolescents qui ont depuis reconnu être les auteurs des faits ont mis le feu à la crèche puis ont cassé les bras du crucifix pour lui faire exécuter un dab, un geste à la mode censé montrer sa joie. Les 2 auteurs devraient être convoqués par le juge des enfants. Une succession de faits qui rend la situation particulièrement inquiétante. Marc Fromager, le directeur de l'aide à l'église en détresse, regrette l'apathie des pouvoirs publics. Le fait que autant d'églises soient pratiquement au même moment attaquées, vandalisées en France, c'est quand même un petit peu inquiétant. Et ce qui est d'autant plus inquiétant, c'est l'absence totale de réponse politique et même médiatique. On en a moi-même pas beaucoup parlé. Clairement, si cela avait été une mosquée ou une synagogue, à juste titre, on en aurait parlé. Mais là, pour les églises, il me semble qu'il y ait toujours un 2 poids 2 mesures, ce qui est évidemment très embêtant. Alors, on nous dira que évidemment les musulmans, les juifs sont minoritaires et que c'est important de faire attention, de veiller aux minorités, mais j'estime que ce n'est tout de même pas une explication suffisante. Ce silence assourdissant sur le fait que autant d'églises en même temps, et donc on pourrait presque imaginer que quand même derrière, c'est pas totalement anodin. Est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce qu'il y a un plan derrière? On ne sait pas, mais c'est tout de même très inquiétant et on est quand même effectivement inquiet de voir cette situation en espérant qu'elle ne durera pas trop longtemps. La patrouille de la bien-pensance prise à son propre jeu. Des journalistes et des communicants haut placés constitués en petits réseaux ont passé plusieurs années à harceler sur le net des petits camarades de la presse subventionnés. Élise Blaise. Féministe et pro-LGBT le jour et machiste et homophobe la nuit. La Ligue du LOL était un peu le Mr. Hyde des journalistes en vogue. Un exutoire pour bien-pensants savamment caché derrière des pseudonymes pour garantir l'anonymat.
Tout commence en 2009 avec un groupe Facebook appelé la Ligue du LOL, acronyme qui signifie mort de rire en anglais, créé par Vincent Glade, journaliste spécialiste d'Internet à Libération. Au fil du temps, un petit groupe d'une trentaine de rédacteurs et autres communicants de la presse subventionnée donneuse de leçons a organisé une véritable entreprise massive de harcèlement sur les réseaux sociaux et tout particulièrement sur Twitter. Un monstre qui a échappé à son propre créateur selon Vincent Glade. L'intéressé explique d'ailleurs que vers 2011, quand le féminisme commence à prendre de l'importance dans le débat public, il trouvait cela tout simplement ridicule. D'ailleurs, les cibles de la Ligue du LOL étaient souvent des femmes, pour ne pas dire toujours. Parmi elles, Daphné Burki, l'animatrice qui s'était présentée nue à plusieurs de ses émissions du Grand Journal. Elle raconte qu'après avoir été harcelée sur les réseaux sociaux, elle s'était confiée à un collègue, un certain Vincent Glade, lequel lui conseille alors de ne pas porter plainte. Un conseil qui prend désormais tout son sens, car les victimes des photomontages pornographiques, des menaces et autres insultes sont nombreuses. Et c'est un tweet aux apparences anodines de Thomas Messias, journaliste à Slate, qui fait éclater l'affaire. Ce dernier faisait une allusion à peine camouflée au fameux groupe de la Ligue du LOL, fermé depuis. S'en sont suivies des réponses de plusieurs membres du groupe, dont Alexandre Herveau, chef du service web à Libération, le même qui avait jugé amusant, après la décapitation du père Jacques Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray, d'espérer que les terroristes étaient, je cite, d'anciens scouts abusés par le prêtre assassiné. Également sur la liste des harceleurs, David Doucet, le rédacteur en chef web aux Inrocks. David Doucet qui est notamment l'auteur d'un livre sur ce qu'il nomme Fachosphère, où il distribue les bons et mauvais points de bienséance. Une vraie ironie du sort. L'homme a depuis fait son mea culpa, déplorant avoir fait partie des bourreaux sans même s'en rendre compte, dit-il. Ce dernier avait d'ailleurs poussé son humour douteux au-delà de la toile, puisqu'il avait téléphoné à Florence Porcel, une youtubeuse scientifique, pour un canular téléphonique dans lequel il se faisait passer pour un rédacteur en chef d'une émission de télévision. Un appel qui avait plongé la jeune femme dans la dépression après des propos humiliants et intimidants. Certaines victimes vont même jusqu'à évoquer des menaces physiques. La plupart expliquent ne pas avoir parlé à cause des postes influents qu'occupaient les cyberharceleurs. En réalité, tout porte à croire que cette affaire n'était qu'un secret de polichinelle dans les rédactions. Reste à savoir à présent à quelle fin le scandale a éclaté. En quelques jours, Vincent Glade a été mis à pied de Libération, même traitement pour Alexandre Herveau du même quotidien et David Doucet des Inrocks. 3 journalistes du Huffington Post ont également été licenciés pour propos discriminatoires. Reste à savoir s'il faut se féliciter que les maîtres censeurs soient eux aussi censurés. Le bras de fer se poursuit entre Airbnb et Anne Hidalgo. La mairie de Paris a assigné en justice la plateforme de location pour avoir violé la loi Elan en mettant en ligne 1000 logements non enregistrés. Une attaque à laquelle Airbnb a répondu par le droit européen. Anne Hidalgo ne lâche pas le morceau. En guerre ouverte contre la plateforme Airbnb, le maire de Paris a assigné en justice le géant de la location pour avoir mis en ligne 1000 logements non enregistrés en violation de la loi Elan de 2018. Selon cette dernière, la location de logements est limitée à 120 jours par an et un numéro d'enregistrement doit être alloué à chacun d'entre eux pour figurer sur toute annonce publiée sur les sites de location. La loi prévoit aussi que l'entreprise paye une amende de 12 500 € pour chaque offre non conforme. Ainsi, la mairie met le paquet pour faire trébucher Airbnb. Depuis plusieurs semaines, une trentaine d'agents assermentés du service du logement surfent sur le site de location d'appartements et s'intéressent plus particulièrement aux annonces à plus de 100 € la nuit. Des annonces correspondant pour la grande majorité aux quartiers les plus prisés de la capitale. Ainsi, sur les 65 000 annonces Airbnb à Paris, la municipalité en a retenu un peu plus de 1000. Le calcul est donc simple, l'addition pourrait s'élever à 12,5 millions d'euros pour Airbnb. Pourrait, car le géant américain est encore loin d'être condamné. En effet, Airbnb est également passé à l'attaque. La société a donné sa réponse à la mairie en qualifiant le système de la capitale d'inefficace, disproportionné et contraire à la réglementation européenne, qui est la seule référence valable aux yeux de la plateforme. Une réglementation européenne sur laquelle Airbnb compte bien s'appuyer pour dénoncer la réglementation française, selon elle restrictive et contraire à la libre prestation de services. Concrètement, en France, un propriétaire qui veut pouvoir louer à l'année un logement en meublé touristique doit en changer l'usage. Et c'est ce point qui pourrait constituer une entrave aux yeux de la justice européenne. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que le géant américain met à mal les
les offensives de la mairie parisienne. Une centaine de condamnations aboutissant à la prononciation d'une amende totale de 2,1 millions d'euros ont déjà été retoquées par le tribunal de grande instance de Paris en vertu de cette même réglementation européenne. Anne Hidalgo pourra toujours se consoler avec les 7,5 millions d'euros de taxes de séjour sur les locations touristiques via Airbnb que la mairie de Paris a récolté l'année dernière. Et on passe à présent à l'actualité en bref avec Thomas Lerue. Alexandre Benalla, le feuilleton continue. Mediapart a confirmé lundi que l'ancien collaborateur du chef de l'État français aurait conclu, alors qu'il était en poste à l'Élysée, un contrat de sécurité de près de 300 000 euros entre la société Velour et l'oligarque russe Iskander Makhmudov. Toutes les négociations ont été menées dans un café proche de l'Élysée et en parallèle au siège de la République En Marche. Dès lors, l'ancien employé de Velour a dirigé en sous-main une nouvelle société, France Close Protection, avec laquelle il passera en décembre 2018 un second contrat de 980 000 euros avec un autre oligarque, Fakrad Akhmedov. Au total, les suspicieux contrats russes négociés par Alexandre Benalla s'élèveraient donc à plus de 2 millions d'euros. Ismaël Emelien quitte le navire macronien. Le très proche conseiller du président de la République a annoncé qu'il allait quitter ses fonctions en mars. La raison officielle, la publication de son livre sur les idées progressistes et son impossibilité de faire la promotion s'il travaille à l'Élysée. Officieusement, son départ pourrait être lié à l'affaire Benalla. Ismaël Emelien est notamment soupçonné par les enquêteurs d'avoir réceptionné les images du 1er mai, où l'on voit Alexandre Benalla molester deux manifestants, et de lui avoir transmises pour qu'il puisse assurer sa défense. Certaines écoutes ont aussi révélé qu'Alexandre Benalla était conseillé par Ismaël Emelien pour répondre aux accusations. Florian Philippot soutient les Gilets jaunes jusqu'à Bruxelles. Lors d'une intervention au Parlement européen, le patron des Patriotes, vêtu d'un gilet jaune, s'est caché un œil en hommage aux manifestants mutilés. Alors que le droit à manifester et l'usage proportionné de la force étaient à l'ordre du jour, le chantre du Frexit voulait rendre hommage à toutes les victimes des violences policières. Alors oui, vive les Gilets jaunes, vive le RIC, vive la République sociale et vive le Frexit. Un convoyeur s'évapore avec le méga magot. Lundi à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis, alors que deux autres convoyeurs de fonds chargeaient un distributeur de billets, le chauffeur en a profité pour s'enfuir avec le fourgon. Le véhicule a été retrouvé quelques rues plus loin, sans convoyeur ni argent. La brigade de répression du grand banditisme de la police judiciaire de Paris a estimé le préjudice à 3,1 millions d'euros. Pour le moment, aucune thèse n'est écartée, mais l'affaire rappelle celle de Tony Musulin. En 2009, le convoyeur avait détourné plus de 11 millions d'euros à Lyon. Les Américains marchandent sur le mur frontalier. Afin d'éviter que le plus long shutdown de l'histoire des États-Unis reprenne, un accord de principe a été trouvé lundi entre les parlementaires américains. Donald Trump, dont la lutte contre l'immigration clandestine est une promesse de campagne, réclamait 5,7 milliards de dollars pour le financement d'un mur à la frontière mexicaine. Après plus d'un mois de blocage touchant quelques 800 000 fonctionnaires, les élus démocrates ont finalement cédé le financement de 88 km de mur au président américain. Cet accord pourrait bien mettre fin à la paralysie partielle des administrations américaines. La Tunisie, toujours pas au fait de la défense LGBT. Plusieurs ONG ont annoncé ce lundi en Tunisie la condamnation d'un homme à 6 mois de prison pour homosexualité alors qu'il avait porté plainte au commissariat pour viol. Âgé de 26 ans, la victime s'était rendue à un rendez-vous de nature sexuelle déniché sur Facebook, mais a été détroussée puis violée par deux hommes. L'homosexualité étant illégale en Tunisie, le parquet l'a condamné à 6 mois de prison pour sodomie et 2 mois pour dénonciation calomnieuse. La justice a estimé qu'il ne s'agissait pas d'un viol, mais d'une dispute à la suite de la relation sexuelle. Maltraiter des bêtes ne coûte pas grand-chose. La direction de l'abattoir d'Alès, surnommé l'abattoir de l'horreur, a écopé ce lundi d'une amende quasiment symbolique de 2 250 €. Le tribunal qui devait condamner les cas de maltraitance avérés visibles dans les vidéos de l'association L214 a donc opté pour un verdict léger. Malgré les 175 infractions relevées par l'enquête, les preuves n'ont pas pu être datées précisément. En 2015, l'abattoir a sans doute été le premier choc collectif provoqué par la maltraitance des bêtes de boucherie.
Les Bobardeurs fêtent leurs 10 ans. L'événement organisé par la fondation Polémia, présidé par Jean-Yves Le Gallou, se tiendra le 18 février au théâtre du gymnase Maribel à Paris. La cérémonie, qui présente chaque année les plus gros mensonges des journalistes et des médias, a un mot d'ordre pour cette édition anniversaire: corriger les journalistes par le rire. Si vous souhaitez participer à cette soirée, vous pouvez encore vous inscrire sur le site www.polemia.com. Vous pourrez également voter pour vos mensonges médiatiques préférés. Et dans un instant, découvrez un nouvel épisode de La Petite Histoire. Cette semaine, Christopher Lannes nous parle du maréchal Grouchy, accusé d'avoir causé la défaite de Waterloo. Grouchy, c'est un nom qui, historiquement, est difficile à porter. Un peu comme Castaner dans 200 ans, j'imagine. Sauf que le premier, à la différence du second, bien sûr, mérite qu'on s'attarde un peu plus sur son cas. Parce que si l'on en croit l'idée largement répandue, Grouchy est responsable, voire le responsable de la défaite de Napoléon à Waterloo. Alors, au regard des faits, qu'en est-il? Grouchy a-t-il fait preuve de négligence, voire de stupidité? Pouvait-il rejoindre le champ de bataille et changer le cours de l'histoire? A-t-il trouvé le passage secret sous la pieuvre dans Alex Kidd? Non, ça n'a rien à voir. Des réponses précises dans cet épisode. Et ce soir, retrouvez Passé-Présent, le journaliste Michel de Gégère présente son dernier ouvrage, Un automne à Rome. Anne Sicard évoque la vie de la musicienne Augusta Holmes et Philippe Conrad trace l'histoire de l'OTAN à l'occasion de son 70e anniversaire. Et tout de suite, la France de Campagnol avec Christian Combaz et Mes libertés politiques avec François Billot de Lochner. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À demain. Bonsoir. Une fois de plus, je dois à Gustave, à sa psychologie instinctive, d'avoir mieux interprété ce qui arrive en France et surtout jusqu'où ça peut aller. C'était ça notre sujet de discussion l'autre jour. Est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce que la perspective d'envoyer une liste européenne sera suffisante pour faire taire les fameux gilets jaunes? Et surtout, est-ce que, dans son bon sens d'ex-spécialiste de l'action de gauche, il pouvait deviner comment allait tourner cette histoire de grand débat national qui sentait quand même un peu son enfumage? Dans le genre, je vais vous expliquer pourquoi, on va rien changer. Et là, il me dit, et là, je t'arrête tout de suite, l'opération liste jaune européenne, ça ne marchera jamais. Il te dit, ça va faire 15%, mais c'est un sondage bidonné. Les gens du rond-point d'à côté et tous les autres considèrent ça comme une idiotie. Et d'ailleurs, à propos d'idiote, j'ai oublié son nom. Il y a cette fameuse traîtresse, là, ils n'ont pas oublié. Il y a 15 jours, elle voulait toucher un salaire à la télévision. Et maintenant, la voilà tête de liste. C'est n'importe quoi. C'est comme aussi l'autre folle, me dit-il, qui nous faisait des selfies en gros plan au début. Elle avait un petit visage de faux cul. Déjà, celle-là, je la sentais pas dès le départ. Eh ben, ça n'a pas manqué. Il y a 15 jours, elle lance un appel à ne pas manifester. Et là, elle t'annonce qu'elle adhère au parti de Macron ou qu'elle fonde le sien, je ne sais plus. Tu vois, me dit-il, il ne faudrait pas me pousser beaucoup pour que je dise là un truc misogyne. Je dis, si tu le dis, ce sera inutile car je ne pourrai pas le reproduire. Dis-moi plutôt ce que tu en conclus. Là, il me dit, j'en conclus que le pouvoir est aux abois pour essayer de noyauter comme ça ses ennemis de façon aussi grossière, pour envoyer une ministre dans une émission de taré qui fait poète-poète aux invités. Tout leur est bon. On a parlé aussi, tu te souviens, de cette femme du président qui devait aller chez Drucker, mais apparemment la ficelle était trop grosse. L'Élysée a certes compris qu'il était en danger, mais il n'a pas tout compris. Et là, je ne parle pas de Benalla, mais même si je suis sûr, me dit-il, que c'est lui qui va faire tomber tout le monde. Alors ça, tu vas nous l'expliquer. Je dis, oui, je vais vous expliquer. Il ajoutait, comme d'habitude, je peux me tromper, mais pas de beaucoup. Donc, comme d'habitude, c'est lui qui a posé les questions. Il nous a demandé ce qui caractérisait désormais ce mouvement. Et comme de coutume, il a donné la réponse tout de suite. Ça ressemble à une révolte d'étudiants qui sont sûrs de ne pas avoir leur année. J'en ai connu des comme ça, des chahuts qui essayaient de cacher le fait que tu étais complètement dépassé, tu avais foiré ton année, du coup tu essayais de faire annuler l'examen pour tout le monde. Et bien là c'est pareil, sauf que l'examen c'est l'examen de la vie. La vie pour eux c'est une succession de partiels, si tu veux, pendant lesquels la moitié de la population qui a du mal à s'en sortir s'est aperçue au fil des années qu'elle n'avait pas le niveau. Le niveau de quoi? Le niveau qu'on exige d'elle dans tous les domaines pour faire illusion. Beaucoup d'entre eux sont au bout du rouleau, ça fait des années qu'ils essaient de donner le change.
Mais ils s'endettent financièrement, moralement, ils mentent surtout sur leur dernier salaire, leurs compétences, leur CV, ils se font virer de partout, personne n'en veut, même leur voiture ne passera pas le contrôle technique. Et cette histoire de contrôle technique, s'il y avait eu un seul psychologue au gouvernement, il se serait aperçu que c'est une terreur pour les gens, parce que c'est la métaphore exacte de ce qui leur arrive, une contre-visite. Mais comment je vais faire, se disent-ils, j'ai pas d'argent, je dois me servir de ma voiture. Ben pour la vie c'est pareil. Je ne suis plus au niveau, je rame, je suis à sec le 15 du mois. Comment je vais faire? C'est très dur quand tu rentres chez toi et que tu mens à ta femme ou à tes enfants en leur disant qu'il va y avoir des licenciements économiques, alors qu'en fait, parallèlement, ils embauchent. Donc c'est pas qu'il y a trop d'employés, c'est toi qui es en trop comme employé. Il y a trop de gens comme toi, des gens qui savent pas installer une imprimante ou réparer le bac à papier, ou vendre aussi bien que leurs collègues, ou mentir à des petits vieux au téléphone. En fait, il y a de plus en plus de gens qui n'ont ni génie, ni formation, ni énergie, et qui sont incapables d'être utiles à la nouvelle économie, ne serait-ce que parce qu'ils ont des principes. Du coup, comme ils savent que la machine veut les tuer et qu'ils vont vers la faillite personnelle, ils veulent enrayer la machine avant. Et dans ce raisonnement, Macron ne répond jamais à la première inquiétude qui est « à quoi serais-je bon demain ?» Et la réponse est « je ne serai bon à rien ». En tout cas, à rien de ce que veut le système. Je ne sais déjà pas remplir ma déclaration en ligne, je ne sais ni parler ni écrire, j'ai un ordinateur qui rame, la DSL est nulle dans mon quartier, et on voudrait que je fonde une start-up par Internet sous prétexte que j'ai 32 ans, mais je ne saurais jamais faire. En plus, je suis déjà endetté jusqu'au cou. Du coup, je mets du sable dans les rouages pour conjurer le plus longtemps possible l'évidence que je suis de trop. Et après, ça débouche évidemment sur la violence qui est le seul moyen de garder prise sur les événements, de sortir de l'angoisse et surtout d'éviter de passer le contrôle technique en matière professionnelle et sociale. Donc le problème avec l'histoire du grand débat, là, c'est qu'il est fait pour dire aux gens « on va vous aider à passer le contrôle », mais la moitié d'entre eux n'a aucune confiance. Ils sont allés trop loin, ils veulent pas de contre-visite. Ils veulent planter la machine à humilier. Et comme il y avait un silence au comptoir quand il nous a dit ça, Gustave a ajouté « Moi, c'est comme ça que je le vois. » Moi, un peu aussi. Abonnez-vous, merci. S'il est un sujet polémique, c'est celui du coût de l'immigration, sujet forcément très sensible puisque le thème de l'immigration l'est aussi. Lorsque l'on parle du coût de l'immigration, il faut évoquer trois choses qui sont très importantes. Premièrement, la France accueille chaque année plus de 400 000 immigrés, légaux ou clandestins. Pour une immense part, il s'agit d'une immigration familiale et non d'une immigration de travail. Cet accueil est d'un coût considérable de l'ordre de 4 à 6 milliards d'euros. Deuxièmement, la France ayant accueilli des immigrés, elle doit évidemment poursuivre son effort financier pendant des années en termes d'aide directe ou d'aide indirecte. L'aide directe concerne l'ensemble des prestations versées aux populations immigrées. L'aide indirecte consiste à mettre en œuvre l'accompagnement des personnes en termes de logement, d'école, de services publics, de transport, de prison, etc. Donc, troisième point, quel est au final le coût annuel de l'immigration, comprenant l'accueil de l'année et l'accompagnement des immigrés installés précédemment? Les économistes qui étudient la question aboutissent à des chiffres très divergents. Certains journalistes économiques, comme ceux du journal Les Échos par exemple, affichent des calculs totalement erronés à caractère idéologique. L'immigration rapporterait plutôt qu'elle ne coûterait. À l'opposé de ces calculs fantaisistes, l'économiste Gérard Pince, dans un livre très documenté, comme d'ailleurs l'économiste Yves-Marie Lolland dans un autre ouvrage, chiffre grosso modo le coût général annuel de l'immigration autour de 100 milliards d'euros. En réalité, si l'on croise toutes les études multiples et sérieuses sur le sujet, il y a un consensus pour dire que l'immigration coûte entre 70 et 90 milliards d'euros par an. Petit rappel, le déficit budgétaire annuel de la France est de l'ordre de 70 à 80 milliards d'euros chaque année. Nous voyons donc que les chiffres sont assez identiques. Ceci peut donc expliquer cela. Vous pouvez m'écrire si vous le souhaitez et je vous dis à très bientôt.